Dans ces temps quelque peu mouvementés, une citation d'un célèbre paléoanthropologue revêt un intérêt tout particulier. Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. L'homme cherche à connaître son origine pour comprendre qui il est, pour donner un sens à sa vie et trouver sa place dans le monde. Et la question des origines de l'homme, de son devenir après la mort, est la seule importante que se posent un jour ou l'autre tous les humains. Cette phrase du professeur émérite d'anatomie de l'Université de Montpellier, Pierre Rabichon, souligne la quête de sens et d'identité dans laquelle beaucoup de nos contemporains se trouvent. Connaître ses origines permet de répondre aux grandes questions existentielles. Qui suis-je ? D'où viens-je ? Pourquoi suis-je ici ? Où vais-je ? Nous allons donc discuter ensemble de l'origine de l'homme, de la théorie dominante, voire dominatrice, et j'aimerais revisiter avec vous certains clichés, ébranler certaines certitudes et apporter une alternative que nous enseigne l'ADN, cette molécule de la vie présente dans chacune de nos cellules. En l'an 2000, un ouvrage a attiré tout particulièrement mon attention. Il s'agit de l'ouvrage « Qu'est-ce que la vie ?», reprenant toute une série de présentations de l'Université de tous les savoirs. J'aimerais juste partager quelques phrases d'André Braque, qui était directeur de recherche au Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans. Et astrobiologiste, il étudiait les origines de la vie, son évolution et sa distribution dans l'univers. Dans sa contribution sur la vie, origine et distribution possible dans l'univers, André Braque cite Empédocle. Pour vous donner d'abord tout le contexte, en remontant le temps avant Socrate, le philosophe Empédocle a expliqué le monde par les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Ils étaient combinés ou séparés par l'amour et la haine. Donc Empédocle croyait à l'âme immortelle qui se réincarnait. Et il explique ainsi l'apparition de l'homme, des têtes sans jambes, des jambes sans tête, des bras, des torses se promenaient autrefois à la surface de la terre. Un jour, par hasard, tous les éléments nécessaires à la constitution d'un individu complet se rencontrèrent et ainsi s'auto-organisa le premier homme. Et André Braque de continuer et de nous partager l'Empédocle moderne que nous devrions tous être. En transposant l'image d'Empédocle au niveau moléculaire, l'émergence de la vie sur Terre peut être comparée à l'élaboration spontanée d'un édifice moléculaire à partir de molécules éparses. Par le jeu du hasard, un certain nombre de molécules s'auto-organisèrent et formèrent une structure chimique capable d'assembler d'autres molécules pour générer une deuxième structure à son image, transmettant ainsi le plan de montage. Par suite de légères erreurs de montage, une structure plus apte à se reproduire apparut et devint l'espèce dominante. Voici donc une parallèle, selon André Braque, entre la vision de l'origine de l'homme d'Empédocle et ce que devrait être aujourd'hui notre vision de l'origine de l'homme ou de la vie. En fait, la même logique, le même raisonnement, mais simplement au niveau moléculaire, et non plus au niveau d'organes baignant dans une soupe primitive. L'origine de la vie, et donc de l'homme, serait donc le résultat d'erreurs de montage au cours de longues périodes de temps, et complètement par hasard. Alors, sur cette question fondamentale, il existe aujourd'hui 2 grandes perspectives. Certains considèrent que l'homme est le fruit du hasard, de milliards d'années d'évolution, tandis que d'autres croient et affirment qu'il est le résultat d'une création divine. Pour certains, et notamment Richard Dawkins, c'est clair, nous sommes des machines à survie, des robots programmés à l'aveugle pour préserver les molécules égoïstes connues sous le nom de gènes.
Il s'agit d'une vérité qui me remplit encore d'étonnement. Et pour lui, c'est sûr et certain. La première cellule est apparue, nous descendons tous de cette cellule, que nous soyons plantes, animaux ou humains. C'est un fait établi. Tous les êtres vivants sont cousins. Les scientifiques l'acceptent, ne pas le croire serait absurde. Ainsi, nous aurions un ancêtre commun avec les grands singes, particulièrement un ancêtre commun avec le chimpanzé. Il y aurait quelques 6 à 7 millions d'années environ. Et l'on nous présente dans les manuels scolaires l'histoire évolutive de la lignée humaine. Notez que les différents soi-disant ancêtres sur ce graphique sont présentés par des barres qui apparaissent d'un seul coup dans le temps, mais sans aucun lien de parenté entre eux. Ceci reflète bien que finalement, lorsque l'on regarde nos soi-disant origines, nous avons peu de données et beaucoup d'hypothèses, comme l'affirme Pascal Pic. Ou André Langanet de souligner « Nous n'avons pas 6 squelettes complets de plus de 500 000 ans ». Effectivement, les découvertes de squelettes complets ne courent pas les rues. Et si l'on consulte les ressources du Muséum naturel d'histoire à Washington, le Smithsonian, eh bien, on peut voir qu'il y a un peu plus de quelques 6000 individus fossiles qui sont retrouvés. Mais en grande majorité, ce sont des dents, des os isolés, des fragments, des squelettes partiels. Et donc la plupart des découvertes restent fragmentaires. Les squelettes presque complets ne sont que quelques exemplaires remarquables, comme Lucy, Hardy, Littlefoot, Turkana Boy. Lucy, 40% du squelette retrouvé. Hardy, 40 à 50%, Turkana Boy, 40, etc. Et franchement, quand on tombe sur des ossements fossilisés, souvent en morceaux, jamais vraiment complets, on peut se demander, mais qui est derrière cette personne? Derrière ces bouts d'os, ces fragments parfois minuscules, comment peut-on être sûr de l'identité réelle de l'individu, de son apparence? C'est un vrai casse-tête pour les chercheurs, parce qu'avec si peu d'éléments, il faut imaginer tout un être humain, ou hominidé, alors qu'on a une toute petite partie du puzzle. Encore pour Littlefoot, représenté ici sur cette photo, vous avez une grande partie du squelette à disposition, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, c'est exactement le défi qu'expose National Geographic dans son numéro de mars 2000. Ils ont publié dans une page coulisses une découverte et ils présentent 4 portraits différents à partir des mêmes fragments d'os, ces 7 fragments représentés sur cette image, donnés comme un hominidé, et d'ailleurs souvent présentés comme habilis. Et donc on a demandé à 4 spécialistes du domaine de réaliser le portrait de cette personne dont les os proviennent. Les voici. Ça montre bien à quel point, avec si peu d'os ou de restes, chacun peut imaginer un visage différent. On n'a pas une vérité absolue, mais plusieurs interprétations possibles selon le regard de l'artiste et les indices qu'il a sous la main. Donc il faut vraiment garder en tête qu'avec si peu de matière, il est impossible d'affirmer à quoi ressemblait vraiment cet individu. L'extrême prudence est de mise. Ces visages sont avant tout des hypothèses artistiques. Hypothèses artistiques, pas des photos fidèles du passé. En fait, chaque reconstitution nous rappelle qu'on navigue entre science et imagination et qu'il ne faut jamais prendre ces portraits pour la réalité historique. C'est pareil pour la fameuse reconstitution de Lucie, celle qu'on appelle parfois la grand-mère de l'humanité, depuis sa découverte en 1974. On la voit souvent dans les magazines ou les expos avec un visage, une posture, presque comme si on savait exactement à quoi elle ressemblait alors.
Mais là encore, il faut être prudent, très prudent. Tout ça, ce sont des interprétations, des hypothèses faites à partir de quelques os. Et en réalité, personne ne peut dire avec certitude à quoi ressemblait Lucie. Les scientifiques font de leur mieux avec les indices qu'ils ont, mais ce n'est jamais une photo du passé. Juste une reconstitution possible parmi d'autres. Et que dire du site de Manizy, rapporté dans Science et Vie il y a quelques années comme le mystère des 5 crânes, un casse-tête pour les anthropologues. On parle de crânes qui auraient environ 1,8 million d'années, selon la méthode classique de datation. Et pourtant, ils présentent des caractéristiques mélangées, comme si on retrouvait des traits de plusieurs espèces d'homo différentes, alors qu'on pensait qu'elles n'avaient rien à voir entre elles. Et donc, ça remet en question sérieusement ce qu'on croyait savoir sur nos origines, et ça relance le débat sur l'origine et l'évolution humaine. On se rend compte que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imaginait au départ. Et d'ailleurs, Christopher Zollikofer, membre de l'équipe de recherche sur ce site, disait « Mais tout ce qui vivait à l'époque de Manizy appartenait probablement à une seule espèce, Homo erectus. Dès lors, faut-il dire adieu aux Homo ergaster, aux autres Homo habilis qui ont marqué l'histoire de l'homme, sans compter que par ricochet, tous leurs successeurs, les hommes de Denisova, Néandertal, devraient de facto appartenir à une même espèce. Disons Homo sapiens. Donc c'est nous, puisqu'ils sortiraient du même pot. Et d'autres de souligner que, concernant un des crânes, si ce crâne avait été découvert fragmenté et les fragments en question disséminés en Afrique, ils auraient certainement été attribués à 3 espèces différentes. Impressionnant. Mais ce qui est assez marquant, c'est de voir combien, finalement, en moins de 100 ans, le singe néandertal devient l'homme de Néandertal. Au fil des découvertes scientifiques, notre vision de Néandertal a complètement changé. Il y a 100 ans, on le voyait comme une brute primitive, à peine sortie de la préhistoire. Mais avec toutes les nouvelles recherches, on s'est rendu compte qu'il était bien plus proche de nous qu'on ne le pensait. Il fabriquait des outils, enterrait des morts, avait une culture. Bref, l'image de Néandertal s'est vraiment humanisée au cours du dernier siècle. Et on voit vraiment cette évolution dans les différentes images de Néandertal tout au long du XXe siècle. D'une époque à l'autre, les dessins, les reconstitutions montrent à quel point notre regard sur Néandertal s'est transformé. On est passé d'une créature presque animale à un humain à part entière. C'est frappant de voir à quel point la science et les découvertes ont changé notre façon de le représenter. En moins de 100 ans. Et découvert il y a 1 siècle et demi, l'homme de Néandertal a donc longtemps été considéré comme une brute épaisse et simiesque. Au XXe siècle, son image s'humanise, et l'anthropologue Carlton Kuhn prétend même que, bien rasé, coiffé et habillé, un néandertalien passerait inaperçu dans le métro de New York. Aujourd'hui, la position de ces hominidés dans notre arbre généalogique fait toujours l'objet de virulents débats. Mais si on regarde donc les différentes représentations de Néandertal, on voit vraiment que notre regard sur lui a changé. D'une époque à l'autre, donc les dessins ont montré qu'on passe d'une créature animale à un humain à part entière. Et d'ailleurs, au niveau génétique, on sait maintenant que c'est tout à fait ce qui est retrouvé. Un homme, un Homo sapiens, très, très proche. Nous avons tous un peu d'ADN, désolé de vous l'apprendre ce matin, de Néandertal. Environ 3 à 4%, selon les personnes. Alors on ne va pas faire les tests ADN pour vous, ça prêterait à confusion et peut-être ça fâcherait certains. Donc vous voyez combien la paléontologie est une science historique interprétative. Il faut rester prudent avant d'affirmer quoi que ce soit comme une vérité définitive à partir des fossiles du passé. Les découvertes évoluent, les interprétations changent,
Il suffit parfois de quelques nouveaux morceaux, fragments d'os pour remettre en question ce que l'on croyait acquis. Au final, chaque fossile nous donne des indices, mais il laisse aussi une grande part d'incertitude sur l'histoire réelle de nos ancêtres. Donc un défi de la paléontologie, cette science historique et interprétative, c'est qu'elle présente une reconstitution raisonnée du passé, mais pas une démonstration expérimentale. On le voit bien donc, je vous l'ai montré avec Néandertal, certaines reconstitutions du passé, même faites avec sérieux, peuvent devenir rapidement dépassées, voire parfois complètement à côté de la plaque. C'est justement parce que la paléontologie n'est pas une science exacte comme les maths ou la physique. Elle fonctionne plutôt comme une science historique interprétative. Donc on essaye de reconstituer le passé aussi bien que possible. Donc il faut vraiment garder en tête aujourd'hui, et pas seulement durant ce congrès, mais à l'extérieur aussi, que nos certitudes d'aujourd'hui peuvent être mises en question demain au gré de nouvelles découvertes. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé avec Lucie, qu'on a longtemps présentée comme la grand-mère de l'humanité au moment de sa découverte. Même Yves Coppens, qui a largement contribué à la faire connaître au grand public, il a fini par nuancer sa position. Il ne pensait plus qu'elle fasse vraiment partie de la lignée directe menant à l'homme. Comme quoi même les plus grands spécialistes peuvent revoir leur jugement à la lumière de nouvelles découvertes. Donc ça montre bien à quel point il faut rester prudent avant d'affirmer des grandes choses sur nos origines. Et puis franchement, je suis toujours bluffé quand je vois certaines particularités crâniennes chez des gens qu'on croise tous les jours, dans le métro par exemple. Toute ressemblance avec des personnes dans la salle est tout à fait fortuite. On se rend compte qu'il existe une très grande diversité même aujourd'hui. Et ça peut nous faire réfléchir. Imaginez si dans quelques siècles, on retrouvait séparément les crânes de ces personnes fossilisées sans aucun autre contexte. Quelle interprétation en ferions-nous ? Est-ce qu'on ne serait pas tenté de les classer comme des hominidés différents, voire même de les rapprocher d'Australopithèques, juste à cause de quelques détails de leur morphologie ? Donc vous voyez qu'il faut rester prudent. Mais reprenons notre réflexion sur cette question fondamentale, qu'est-ce que l'homme ? Et puis je vous propose maintenant d'éclaircir l'ensemble de la question de nos origines en nous appuyant sur la génétique, l'étude de l'ADN, ce que ça peut nous révéler. Parce que vraiment aujourd'hui, avec l'ADN, on fait de grandes découvertes et ça peut nous aider à comprendre finalement notre passé. Alors depuis 1953, Watson et Crick, avec l'aide de Rosalind Franklin et Maurice Wilson, on connaît la structure à double hélice de l'ADN. D'ailleurs, ADN, très intéressant pour ceux qui jouent au Scrabble. Si vous savez le placer, acide désoxyribonucléique, ça fait au moins 160 points. Pas mal, hein ? Donc, Watson et Crick ont révélé cette structure. Grâce à cette découverte, on a compris que l'ADN pouvait se copier à l'identique, tout en laissant la possibilité à des mutations, des petites fautes d'orthographe de se produire. Et ces mutations, ces petites variations, sont, on nous a dit, ce qui sert de matière première à la sélection naturelle. Alors, avant Watson et Crick, il y avait les travaux de Mendel. Vous savez, le moine qui jouait avec les poids, qui faisait des croisements. Les travaux de Mendel ont montré que les caractères sont hérités selon des unités discrètes, qu'on a ensuite appelées gènes. L'ADN, et notamment pas grâce à Watson et Crick et d'autres, a été identifié comme étant le support de ces gènes, des recettes de cuisine. Et les mutations de l'ADN donc, peuvent modifier ces gènes, peuvent entraîner des variations du phénotype, de l'apparence de nos traits. Vous me suivez là ? Ok, c'est bien. Et donc, dès le début, on a vu que tout être vivant contient de l'ADN, je vous l'ai dit. Et l'ADN des différents organismes vivants est apparemment semblable.
Dans chacune de vos cellules, vous avez environ 1,70 m à 2 mètres d'ADN, si on le mettait bout à bout. C'est une encyclopédie du vivant, il y a toutes les informations nécessaires et suffisantes pour la constitution d'un organisme dans son entier. Et c'est une véritable merveille du stockage et de la photocopie précise. Alors, on a parlé de langue hier soir. Le langage génétique est extrêmement plus simple que tout ce qui existe aujourd'hui comme langue. C'est 4 lettres, A, T, G, C, des mots de 3 lettres, et vous faites ensuite des phrases. Alors, vous pouvez aller mettre votre imagination à contribution et y aller. Donc, vous pouvez former des phrases et des lettres. Et donc, ces lettres génétiques se situent sur le brin d'ADN, sur le fragment d'ADN. Et ces lettres, donc, constituent une suite de lettres sur ce fragment. Et lorsque vous pouvez décoder, lorsque vous pouvez lire cette suite de lettres, c'est ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN. Séquencer l'ADN. Vous en entendez parler tout le temps dans les médias. Je séquence l'ADN. Et donc, vous pouvez séquencer A, G, G, T, T, C, A, enfin, je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez vous remettre un petit peu mieux en situation sur ces connaissances sur la génomique, moi, je vous propose le MAG, qui est disponible à la librairie derrière, pour aller plus loin sur ce qu'est une cellule, un ADN, un génome. Et là, vous allez apprendre combien, finalement, le génome, c'est un grand livre de recettes pour notre corps. Un manuel de construction écrit donc sur l'ADN, qui contient toutes les instructions pour nous faire grandir, respirer, bouger, et puis aussi que cet ADN est constitué de gènes, que nous sommes tous uniques, mais aussi tous différents. Et cet ADN, une merveille du stockage. Il y a quelques années, lors d'un précédent congrès, j'en avais parlé de façon beaucoup plus exhaustive. Mais il faut savoir 3 milliards de lettres compactées dans le noyau d'une petite cellule. Et cet ADN, lorsqu'une cellule se divise, ce mode d'emploi pour fabriquer un être humain, quand une cellule se divise, elle fait une copie du mode d'emploi, parce que ça doit être transmis à la nouvelle cellule. Et donc la copie, en général, est presque fidèle, est très fidèle, presque identique à l'original, un peu comme une photocopie de très bonne qualité. Mais parfois, il peut y avoir de petites erreurs dans la copie, un peu comme une faute de frappe. Et ces petites erreurs, on les appelle les mutations. Elles sont rares, mais elles peuvent changer un petit bout du mode d'emploi. Parfois, ça ne change rien du tout, et puis parfois, ça apporte une nouveauté. Parfois, ça peut poser problème. Juste pour vous imaginer ce qu'est une mutation au niveau de l'ADN, quand vous avez votre séquence, lors de la réplication, donc lors de la photocopie, eh bien, vous pourriez aboutir à cet endroit-là, au lieu d'un T, avoir un A. C'est lors de la photocopie, une petite erreur qui s'est passée. Et là, ça a été le grand branle-bas de combat. Quand on a découvert ça, au cours du XXe siècle, on s'est dit, ça y est, bingo. La découverte des mutations donne la clé, le moteur, la cause des changements d'espèce, donc de l'évolution. Le moteur de l'évolution, ce sont les mutations. Elles sont quelconques et aléatoires, fruits du hasard. Elles font apparaître de nouveaux caractères, de nouveaux individus, de nouvelles familles d'individus lorsqu'elles sont légères, mais aussi de nouvelles espèces lorsqu'elles sont importantes. Ce sont des accidents moléculaires profonds survenus lors de la réplication de l'ADN à l'occasion de la reproduction sexuée. Lorsque les accidents sont mineurs, ils fabriquent la variété. Lorsqu'ils sont profonds, ils donnent de nouvelles espèces que la sélection naturelle va conserver ou éliminer, ne laissant subsister que les plus aptes, les plus adaptés. Vous faites la relation avec ce qu'on a lu tout à l'heure à propos d'Empédocle, c'est exactement... On peut maintenant mettre une image précise et un phénomène précis sur ce que l'on voulait, ces modifications dans le monde du vivant. Et voilà, on avait une explication un peu moléculaire sur la théorie de Darwin qui nous disait qu'on on provient tous d'une cellule unique à l'origine et que tout le reste s'est fait par petites modifications au cours du temps. Eh bien, on nous dit, ça y est, ce sont les mutations qui nous font arriver où nous en sommes aujourd'hui. Alors, les cellules possèdent bien des mécanismes pour détecter et réparer les altérations de l'ADN, oui. Certaines erreurs échappent à ces systèmes et deviennent des mutations permanentes. Donc des modifications qui vont se transmettre dans le temps aux autres générations. Ces mutations peuvent survenir lors de la réplication de l'ADN, je vous l'ai dit, à cause de processus internes
ou de facteurs externes, tels que les rayons UV ou des substances chimiques. Ça peut impacter notre séquence d'ADN. Alors les travaux dernièrement en termes de séquençage d'ADN et analyse d'ADN ont fait des progrès absolument remarquables. Nous avons depuis quelques décennies une réduction massive des coûts de séquençage, des coûts de lecture de la molécule d'ADN. On peut maintenant très facilement lire cette molécule d'ADN. On a amélioré considérablement les outils disponibles et le coût d'accès à ces technologies a fortement diminué. Donc ça nous permet de lire l'ADN, et c'est un peu comme lire un très grand livre, finalement, avec 3 milliards de lettres, avec seulement 4 lettres différentes. Et pour vous imager un petit peu les progrès technologiques que l'on a faits ces dernières années, eh bien, j'ai choisi de prendre un exemple d'un vol entre New York et Paris, donc 5834 km, et de vous montrer un peu en parallèle ce que ça donnerait ou ce que ça a donné au niveau séquençage de l'ADN. Donc, en 2007, on savait produire 1 milliard de lettres génétiques, donc lire 1 milliard de lettres génétiques pour à peu près 3 000 $ le milliard. 300 millions de lettres par jour, ça c'est ce que les machines permettaient de faire. Et donc on va se dire, voilà, c'est comme si j'achetais moi un ticket en 2007 pour faire New York-Paris. En 2022, eh bien, on est passé à un coût de 2 $ pour 1 milliard, pour lire 1 milliard de lettres génétiques. Et on arrive à une productivité de 8 000 milliards par jour sur les nouvelles machines. Donc vous avez une diminution des coûts qui est de l'ordre de 1500 fois moins et une augmentation de la productivité qui est 26 000 fois plus. Alors si maintenant vous mettez ça en parallèle avec un vol, un billet d'avion pour faire New York-Paris, c'est comme si en 2007 vous aviez acheté votre billet pour faire ce vol de 10 heures, 2 000 $, et puis qu'en 2022, eh bien, pour le même vol, pour le même trajet, eh bien, il vous en coûterait plus que 1,33 $ pour un petit vol d'1 seconde. Voilà les progrès qui ont été réalisés au niveau de la lecture de l'ADN et des analyses de l'ADN. Et donc, de façon courante, nous pouvons maintenant produire des séquences d'ADN. C'est devenu une commodité, d'une facilité déconcertante et à des coûts abordables. Donc, le coût de séquençage d'un génome humain, de lecture d'un génome humain complet, a drastiquement diminué pour être bien au-delà de 1 000 $ ou 1 000 € par génome humain. Vous avez des machines qui permettent de faire en quelques 48 heures 64 génomes humains à la fois. Donc ça ouvre des perspectives complètement nouvelles. Mais on va revenir un petit peu à ce que l'on disait tout à l'heure, ces petites erreurs de copie, les mutations, vous savez. Parce que maintenant, avec toutes ces capacités de séquençage, ce que l'on peut faire, c'est utiliser et lire ces petites erreurs. Et en fait, l'accumulation d'erreurs dans l'ADN, ça peut agir comme une horloge. Comme une horloge, pourquoi ? Parce que je peux aujourd'hui faire des études qui étaient impossibles il y a quelques années. Je peux prélever de façon biologique petite goutte de sang des parents et des enfants, et je peux séquencer parents-enfants. Parents et un enfant, par exemple, c'est ce qu'on appelle un trio, et ensuite je vais comparer tout ça. Je compare ce que j'ai lu chez les parents, chez les enfants, et je vois les petites différences. Et je vois les mutations, donc les erreurs qui sont arrivées entre les parents et les enfants. Et donc il y a pas mal d'études qui sortent depuis maintenant pas mal d'années sur le sujet, notamment des études, 78 trios islandais, 1548 trios, etc. Et donc qui permettent d'avoir une idée du taux de mutation, donc combien de mutations nouvelles arrivent par génération. C'est quand même assez poussé comme étude, mais c'est relativement facile si vous faites les choses. Et donc on observe, alors vous avez là les chiffres en langage mathématique, 1,20 fois 10 moins 8 par site et par génération. Par site, ça veut dire par lettre génétique et par génération. Donc en gros, si on traduit, ça vous fait à peu près 50 à 100 nouvelles mutations par enfant. Donc par génération. Vous voyez ?
Ce que l'on observe aussi, c'est que les pères sont les mauvais exemples. Un père de 40 ans transmet en moyenne environ 40 mutations de plus qu'un père de 20 ans. Plus les pères sont âgés, plus ils vont transmettre de mutations à leurs enfants. C'est comme ça. Mais bon, on peut en discuter pendant la pause si vous voulez. On peut donc construire ce qu'on va appeler une horloge moléculaire à partir de ces données. Si je peux lire d'une génération à l'autre, si j'ai un taux de mutation par génération, je peux faire des estimations pour remonter le passé. Donc je peux choisir, et c'est ce qui va se passer notamment si je veux comparer, ou ce que certains font quand ils comparent différentes espèces, c'est choisir des séquences moléculaires, des gènes particuliers, donc séquencer, comparer ces séquences, calculer les distances génétiques, construire un arbre qui reconstruit, selon la théorie bien sûr et en accord avec la théorie de Darwin, un arbre qu'on va appeler l'arbre phylogénétique. Et ils vont nous dire, on va calibrer aussi l'horloge moléculaire, je vais y revenir, ça va permettre de convertir les distances génétiques en temps absolu, et on va estimer les dates de divergence, donc à quel moment on avait un ancêtre commun. Et c'est là où ça devient intéressant. Il y a deux étapes dans cette construction d'horloge moléculaire qui sont assez intéressants. Ils nous disent qu'il faut calibrer l'horloge moléculaire. Et oui, il faut utiliser des fossiles ou des événements géologiques connus pour fixer des points de calibration. C'est-à-dire, on va dire, l'homme et le chimpanzé avaient un ancêtre commun il y a 6 à 7 millions d'années. Et on va fixer ça pour le prendre en compte dans la constitution, dans la construction de l'horloge moléculaire. Parce que ça permet de convertir les distances génétiques mesurées, observées par l'expérimentation, en temps absolu, nous dit-on. J'ai un petit peu de mal avec ça, parce qu'on prend des dates dont on sait très bien par la paléontologie que ça peut être mis en cause. Donc ce n'est pas du sûr et du fixe. Et d'ailleurs, plusieurs papiers scientifiques sont sortis sur le sujet en nous disant, mais finalement, ces échelles, ces horloges moléculaires, c'est un peu lire dans les entrailles de poulet. On a des échelles de temps moléculaire de l'évolution et une illusion de la précision. Alors, c'est là où il faut différencier deux choses. Je vous ai présenté les trios tout à l'heure. Donc, on fait des analyses parents-enfants. Ça, ce sont des horloges qu'on peut dire sur pédigré. On observe, parents-enfants, d'accord ? Alors que les autres, ce sont des horloges phylogénétiques, sur des espèces dans le temps passé. Et donc, on va utiliser des données de taux de mutation pour essayer d'avoir des données précises. Alors, quand on regarde ces horloges, si vous regardez la précision, on nous dit bien, je vais essayer d'utiliser un pointeur, les horloges sur pédigré, comme c'est mesuré en laboratoire par séquençage, la précision est très fine. Et sur l'horloge phylogénétique, la précision est approximative. Oui, parce que c'est plein d'hypothèses de travail. Mais c'est là où le truc, où leur galipette vient dans l'équation. Le taux de mutation, je vous l'ai dit, est calibré, ancré avec des données géologiques et paléontologiques. Et donc, le taux de mutation, on nous dit, va donner une vitesse approximative. Donc, ce que je mesure réellement, ce que j'ai visuellement sous les yeux, on nous dit, ça devient une mesure approximative. Et donc, les données fossiles et géologiques, vous lisez bien, servent à calibrer, à corriger ce taux pour obtenir comme résultat final une horloge moléculaire cohérente avec l'histoire géologique de la Terre. Heureusement que j'ai une chaise pour m'asseoir. Donc, pour obtenir des estimations temporelles fiables, on nous dit, sans calibration, les dates de divergence entre espèces peuvent être très imprécises. Enfin, elles seraient complètement différentes même, on va le voir. Donc, on utilise des points de calibration, comme des fossiles datés, ou des événements géologiques connus pour ajuster les horloges. C'est vrai que le taux de mutation n'est pas universel, et même à l'intérieur du génome, il y a certaines régions qui ont un taux de mutation différent, ça c'est sûr. Mais on utilise les fossiles pour corriger ces biais, pour harmoniser les modèles d'évolution. Alors ça, c'est un
Premier problème, vous retenez les horloges moléculaires. Alors, il y a un autre problème quand même qui existe, c'est que l'ADN, c'est une molécule qui est fragile. Elle se dégrade au cours du temps. Je me rappelle, quand je faisais mon doctorat, nous, on avait des consignes très strictes. L'ADN, ça doit être congelé pour conserver dans le temps. Moins 20, et au mieux, si on veut le conserver longtemps, c'est moins 80. Oui, parce qu'il se dégrade. Et donc, des travaux ont été réalisés sur le calcul de la période de demi-vie de l'ADN, à partir de fossiles qui ont été datés, mais des fossiles récents, très récents, donc datés au carbone 14. Et la période de demi-vie est donnée comme étant 521 ans. Et dans ce papier, c'est très intéressant même, les auteurs vont faire des projections sur à la fois le facteur température et la taille du fragment d'ADN que l'on va obtenir au cours du temps, donc la dégradation de l'ADN. L'ADN ne va pas rester une grande molécule, mais va commencer à se dégrader, à se couper en petits morceaux. Et donc vous voyez ici que la période de demi-vie d'un fragment de 30 bases, c'est par exemple à 25 degrés 500 ans, à 5 degrés 20 000 ans. La longueur moyenne, c'est ce qui nous intéresse. La longueur moyenne au bout de 10 000 ans, eh bien, à moins 5 degrés, la longueur moyenne obtenue pour n'importe quelle molécule d'ADN, ce sera à peu près 680 lettres, bases ensemble. Et vous avez ensuite un calcul pour le nombre d'années jusqu'à la décomposition complète. Alors ça, ce sont des travaux qui sont intéressants et à considérer, mais que souvent on oublie. Pourquoi je dis souvent on oublie? Parce qu'il y a une nouvelle discipline qui est présente depuis pas mal d'années maintenant, qui s'appelle la paléogénomique. Paléogénomique, on retrouve des fossiles très anciens, enfin selon la méthode classique de datation, et on va séquencer l'individu. On va essayer de séquencer, donc de lire l'ADN. Et on nous dit, ah mais maintenant on arrive à lire de l'ADN, le plus ancien aurait 2 millions d'années. Alors on oublie le premier papier que je viens de vous présenter, parce que 2 millions d'années, l'ADN aurait été complètement dégradé. Mais maintenant on nous dit, ah mais si ce fossile a 2 millions d'années, c'est que l'ADN s'est préservé au cours de 2 millions d'années. Donc il faut maintenant qu'on trouve le mécanisme qui a permis de conserver cet ADN aussi longtemps. Voilà. OK. Je m'arrête là sur un petit peu la paléontologie, et il y a quelque chose quand même, parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures, il y a quelque chose qui est encore plus intéressant à regarder, c'est la similarité génétique entre l'homme et le singe. Et le chimpanzé. Voilà des années, et même quelques décennies, qu'on nous parle de la ressemblance génétique entre l'homme et le chimpanzé. Et on nous dit, cette ressemblance génétique montre que l'homme, Homo sapiens et le chimpanzé, partagent un ancêtre commun datant d'environ 6 à 7 millions d'années. Similarité génétique entre l'homme et le chimpanzé, 98 à 99%, nous dit-on. Et c'est repris dans les médias depuis pas mal d'années. Effectivement, les médias sont habitués à nous faire voir de tels titres. Et c'est même devenu un message dominant. Et avec comme message dominant, donc cette ressemblance génétique, eh bien cette ressemblance, cette similarité est également une preuve de notre parenté évolutive. Oui, si on ressemble à 98 ou 99% avec les chimpanzés, c'est qu'on partage un ancêtre commun. Et donc vous avez pas mal de papiers qui présentent ça sous un caractère différent, mais beaucoup de publications scientifiques sur le sujet, avec quelquefois quand même des petites différences, quelques pourcentages différents que ces 98-99%. Mais bon, les 98-99% de similarité, ça semblait arranger un peu tout le monde, et ça collait surtout très bien avec les 6,5 millions d'années qu'on pensait avoir. Mais il y avait quand même certaines affirmations quelque peu décalées au cours des dernières années. En fait, il y avait quelques voix dissonantes qui provenaient en majeure partie de quelques travaux de généticiens hérétiques que l'on soupçonnait de suivre et d'avancer plutôt leur agenda
créationnistes. Alors oui, clairement, les créationnistes jouaient les troublions, avec certaines publications qui remettaient en lumière les limites et les failles des études qui avaient été jusque-là faites. Sans aller dans des détails, juste une étude, par exemple, un séquençage complet du génome de chimpanzé réalisé par une collaboration entre différents laboratoires, donc une grande partie du génome de chimpanzé séquencé, et pour lequel le papier publié rapportait une similarité génétique de 95,8%. Donc un petit peu en deçà de 98%, mais bon, c'est pas grave. Par contre, si on refaisait les calculs, les vrais calculs, sans tenir compte de tout ce qui colle vraiment entre le génome, mais qu'on considère aussi ce qui ne colle pas, ce qui ne s'aligne pas entre le singe et le chimpanzé et l'homme, eh bien on tombait à 81% d'identité. Donc ça, c'était connu depuis pas mal d'années. Certains généticiens créationnistes disaient, mais on essayait de lever la main au fond de la salle. Et puis on se faisait taper sur les doigts, bien sûr. C'est pas grave. Alors que change mais les médias reprenaient encore ça, 2023, alors que les papiers scientifiques qu'on avait sortis, enfin que certains de mes collègues avaient sortis, dataient d'il y a au moins une bonne dizaine d'années. 2023, on nous resserre dans Science et Vie que change une différence de 1 ou 2% avec les grands singes. Aussi ténue qu'elle peut paraître dérisoire, la différence génétique entre notre espèce et ses cousines est comprise entre 1,2% avec les chimpanzés, 3% avec les orang-outans. Selon les estimations les plus récentes, nous partageons, donc en 2023, attendez, c'est encore dans les médias, nous partageons 98,80% de notre patrimoine génétique avec le chimpanzé, etc. En résumé, seul 1,2% de notre génome a été modifié depuis que l'homme et le singe ont gagné chacun leur branche. En 6 millions d'années, il n'y aurait que ça qui aurait été changé. Oui, mais ce chiffre ne concerne que les gènes codants, on écrit en petit, qui commandent la synthèse de protéines. Mais donc la grande idée, c'est quand même de vous maintenir dans cette idée une ressemblance génétique ahurissante et très proche. Et on nous cite, oui, il y a dans le cerveau des différences substantielles, voilà, qui auraient favorisé l'apparition du langage. Tout ça, on n'a même plus besoin d'en parler avec ce qu'on a entendu hier, c'est bon, on sait tout. Jusqu'à un papier qui est sorti, mais en mai 2025, cette année. Et quand on l'a vu sortir, ce papier, on a fait un grand sourire. Dans le passé, les scientifiques avaient décodé, lu certaines parties du génome du chimpanzé, mais pas de façon exhaustive et complète, pas de A à Z. Ils avaient par petits bribes, et ensuite ils avaient comparé au génome humain. Et là, ce papier a fait le travail, mais complet, de A à Z pour la majorité des grands singes, donc chimpanzés, bonobos, gorilles, orang-outans de Bornéo, orang-outans de Sumatra et siamang. Et c'est quelque chose d'absolument phénoménal comme étude. C'est unique. Et donc le papier, c'est quelque chose de majeur pour la communauté scientifique. Majeur. Les papiers d'avant, donc, présentaient un génome humain de bonne qualité, de très bonne qualité, mais par contre, comme les génomes donc, des grands singes étaient de mauvaise qualité, de qualité bien inférieure, quand on cherchait à les comparer, on introduisait des distorsions. Et même quand on cherchait à ce qu'on appelle assembler, mettre ensemble les bouts de génome ou d'ADN de singes que l'on pouvait séquencer, quand on les mettait ensemble, eh bien souvent on cédait par le passé du génome humain, puisqu'on est très proche, pourquoi pas donner un petit coup de pouce pour que ça aille plus vite et que ce soit mieux. Donc on les humanisait. Donc on humanisait ces similarités. Et donc, si on reprend maintenant le papier qui a été publié en mai 2025, et qu'on refait les calculs, alors il faut chercher dans les appendices, je ne sais plus, page 73 ou je ne sais plus, de l'appendice 3, donc ce n'est pas dans le corps du papier lui-même, de l'article lui-même, mais là, vous pouvez reprendre et vous pouvez refaire les calculs et calculer les différences donc, au sein d'une même espèce et entre les espèces. C'est ce qui est représenté sur ce graphique. Vous voyez en Y le pourcentage de différence et sur l'axe des X, l'homme. Donc l'homme comparé à lui-même, une variabilité de l'ordre de 3-4%. Le chimpanzé, donc
en bleu l'homme comparé au chimpanzé, en orange le chimpanzé comparé à l'homme, et en gris le chimpanzé entre lui, etc. Et donc la partie qui va nous intéresser, c'est celle-ci. L'homme par rapport au chimpanzé et le chimpanzé par rapport à l'homme. Quelle est la différence? Quelles sont les différences que l'on observe? 14 à 16%. 14 à 16%. Donc on est loin, 14 à 16%, en moyenne 14,9%. La similarité génétique, on est donc loin des 98%. C'est maintenant 85%. Et c'est publié dans un article scientifique. Donc on doit maintenant revenir sur tout ce qui a été dit. Vous l'avez vu dans les médias ces dernières semaines ou ces derniers mois? Non, personne ne le dit. Parce que ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème. Donc en résumé de cette étude, il faut savoir 4 choses. Et il y a des choses faciles à répondre. Quel est le pourcentage de similarité entre les parties qui s'alignent? Quel est le pourcentage de similarité en incluant les parties qui ne s'alignent pas? Combien de mutations ont dû se produire au cours de l'évolution pour expliquer ces différences? Et combien de temps faudrait-il pour intégrer fonctionnellement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire les erreurs de lecture, il faut encore que ça s'intègre et que ce soit pris dans le génome, donc toutes ces nouvelles mutations. Alors, la similarité entre les parties qui s'alignent, ça c'est facile, c'est facile. C'est ce qui nous a été présenté jusqu'à maintenant, toujours. C'est de l'ordre de 98 à 99%. Si on prend que les parties qui sont identiques, comme les gènes, les régions codantes des gènes, ça on le sait. La similarité, si on prend en considération aussi les parties qui ne s'alignent pas, ça c'est ce qu'on vient de voir, le papier. Oups. À peu près 15%, d'accord? Donc une similarité qui descend à 85%. Mais combien de mutations au cours de l'évolution pour expliquer ces différences? Ça c'est intéressant. Alors là, vous êtes bien réveillés, on va faire un petit calcul, d'accord? On va partir du principe, enfin de l'hypothèse, ancêtre commun, il y a 6,5 millions d'années entre l'homme et le chimpanzé. Okay? C'est un peu simpliste, mais pour certains, c'est plutôt réaliste et difficile à avaler pour les adeptes d'un ancêtre commun. Le taux de mutation, on peut l'observer, je vous l'ai montré. On peut maintenant observer en direct. Donc le taux de mutation, je vous l'ai dit, 50 à 100 mutations par génération. 50 à 100 mutations, on peut voir qu'au cours de 6,5 millions d'années, ça fait à peu près 300 000 générations. Donc voilà, on a le résultat. Ah non, c'est sur la diapo d'après. 30 millions de différences entre l'homme et le chimpanzé, puisque ça donnerait 15 millions par branche, qu'il faut multiplier par les 2 branches. Et puis, donc, on a 30 millions, ce qui correspond à 1% de différence. Si on utilise le taux de mutation que l'on lit vraiment aujourd'hui, donc les études. Donc vous voyez, un des gros problèmes que l'on a aujourd'hui, ou que certains ont, moi j'en ai pas, c'est que 6 millions d'années pour un ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé, on n'a pas assez de temps. Pas assez de temps. C'est un défi d'expliquer tant de différences en si peu de temps. Alors oui, on va nous dire, oui, mais vous savez, s'il n'y a qu'une partie du chromosome Y qui correspond entre l'homme et le chimpanzé, ça c'est déjà une grosse différence. Donc là, vous pouvez déjà avoir 5 millions de lettres qui partent d'un coup. C'est vrai, on peut postuler ça. Il y en a d'autres qui disent « Ah, mais on pourrait reculer un peu dans le temps. Au lieu de placer l'ancêtre du chimpanzé et de l'homme à 6,5 millions d'années, pourquoi pas le placer à 13 millions d'années, voire même un petit peu plus pour gagner du temps, vous voyez? Ça ajouterait un petit peu plus de mutations. Oui, mais alors là, on a le problème, c'est que vous allez commencer, parce que sur l'arbre généalogique, phylogénétique de l'homme et des grands singes, on nous place ensuite des ancêtres entre le chimpanzé, l'homme et d'autres grands singes, plusieurs millions d'années en arrière. Et là, on commence à remonter le temps, et d'un seul coup, si on commence à remonter le temps comme ça, on va être coincé parce que les grands singes auraient même côtoyé les dinosaures. Ah mince, ça ne colle pas. Alors là, on est obligé de tout revoir. Comment on va faire pour que ça colle? Et le plus grand problème, c'est pas seulement des erreurs comme ça qui arrivent au hasard, c'est que ça devrait s'intégrer de façon fonctionnelle dans le génome. Parce qu'en plus, il y a des différences quand même, on a commencé à le voir hier, il y a des différences absolument majeures, une utilisation complètement différente de certains gènes entre l'homme et le chimpanzé, de par la constitution même de notre cerveau, des connexions très différentes. Et ça, c'est une question qu'on n'arrive pas à répondre aujourd'hui. Alors je me suis amusé à calculer
le temps estimé pour obtenir 15% de divergence, de différence. Alors, je me suis amusé à calculer ça de façon assez simple. En creusant, on peut se dire, oui, il y a des taux de mutation différents selon qu'on est dans une partie codante d'un gène ou non codante d'un gène, etc. Et puis, on va calculer le nombre de générations nécessaires sur la base de ce que nous, on observe aujourd'hui, le nombre de mutations. 50 à 100 mutations. On peut même en donner plus si on veut. Hein. Mais si on regarde dans les parties codantes, il faudrait 31 millions de générations qui seraient nécessaires. Alors si on traduit ça en temps, si on prend 25 ans par génération, eh bien on arrive à 781 millions d'années, 156 millions d'années dans le meilleur des cas. C'est loin des 6,5 millions d'années que l'on nous donne entre l'homme et le chimpanzé. Et puis là, on est juste en train de débattre un tout petit peu de l'histoire de l'arbre de la vie qu'on nous présente. On nous présente cet arbre de la vie comme étant quelque chose de, oui, on sait quand même assez bien ce qui s'est passé. Eh bien, on ne touche que ce qui est un petit peu dans le cercle rouge, là. On est en train de débattre de ça. Et on a déjà des problèmes majeurs. Alors, vous imaginez quand on va s'attaquer au reste. Et on nous présente aujourd'hui alors des façons de contourner le problème qui, moi, me fait penser à ce qu'on voyait il y avait quelques années. Avec l'explosion cambrienne dans le registre fossile, des fossiles qui apparaissent soudainement et qui n'ont laissé aucune trace dans le registre fossile. Ce qui bouleversait Darwin. Rien n'a plus bouleversé Darwin que l'explosion cambrienne. Et c'est vrai que Darwin ne comprenait pas, parce qu'il pensait que si sa théorie était vraie, alors le monde a grouillé de ses créatures et il devrait y avoir des restes dans le registre fossile. Et ce n'est pas le cas. Donc ça posait quand même un grand problème. Et c'est comme si ces fossiles avaient été plantés là sans aucune histoire évolutive. Sans aucune histoire évolutive. Et à ce moment-là, il y a deux scientifiques qui sont venus avec une théorie pour expliquer ça, ce que j'appelle un sparadrap. Eldredge et Gould sont venus et disent « mais on a les équilibres ponctués, c'est-à-dire que pour l'évolution, il y a des longues périodes de stasis où rien ne se passe, et d'un seul coup, ça va tellement vite, les changements, les modifications vont tellement vite, que ça ne laisse pas de traces dans le registre des fossiles. » Ok, bon, il faut le croire. Hein. Le temps file, mais on a encore quelque chose à voir sur... à l'intérieur des cellules, il n'y a pas que de l'ADN dans le noyau d'une cellule, il y a de l'ADN dans ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, voilà. C'est un ADN différent qui fait à peu près 17 000 bases. Et donc, on trouve dans les mitochondries des usines, on a tendance à les appeler usines énergétiques. Mais cet ADN mitochondrial, ce qui est particulier, c'est qu'il est transmis presque exclusivement par la mère. Et donc, si on séquence maintenant des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui, on peut reconstruire un arbre, et ça, John Sandford, en 2019, nous l'avait fait. Donc, petite piqûre de rappel, si vous construisez un arbre comme ça, et les branches de l'arbre sont des différences qui existent entre des gens qui ont été séquencés aujourd'hui, vous allez retrouver, donc, sur une branche, alors qu'on ne sait pas trop bien dater, mais quelque chose qui est commun à tout le monde. Donc, si on regarde l'ADN mitochondrial, on a déjà moins de 140 mutations qui séparent les personnes les plus éloignées, ce qui est assez remarquable, et ce qui montre que, eh bien, et tout le monde est d'accord là-dessus, même les évolutionnistes, qu'à un moment donné, il y a dû avoir une, entre guillemets, Ève mitochondriale. Alors, le taux de mutation qui nous est généralement rapporté, c'est quand on le lit directement sur expérience ADN, c'est une mutation sur séquençage ADN, une mutation toutes les 2 générations. Et puis, ce que l'on nous dit, c'est qu'il faut extrapoler ça et voir que finalement, on en a une tous les 200 parce qu'il faut calibrer la chose, quoi. Alors, si on essaye de voir sur la base des observations d'aujourd'hui, et là on peut faire le même calcul, et Nathanael Jensen l'a fait il y a quelques années, si l'on regarde le chimpanzé et l'homme, et qu'on se dit, voilà, je vais calculer le nombre de mutations qui auraient pu arriver sur ce qu'on me dit pendant la période de temps, jusqu'à remonter à un ancêtre commun. Ce que l'on observe aujourd'hui, ce que l'on peut lire par séquençage, c'est ce qui est dans cette partie, la deuxième colonne du tableau.
on observe 213 différences avec Néandertal au niveau de l'ADN mitochondrial et 1483 environ avec le chimpanzé. Si maintenant on prend 4,5 millions d'années, avec ce qu'on observe, ce que l'on voit au niveau des différences qui apparaissent, alors on peut invoquer la sélection naturelle, le drift génétique, on peut construire des modèles, mais on a quand même encore ces problèmes. C'est que ça aurait généré trop de mutations. Ce n'est pas ce qu'on observe. Donc ces périodes de temps, là encore, d'un côté, on n'a pas assez de temps pour qu'il y ait toute cette similarité qui existe entre le chimpanzé et l'homme, et puis là, avec l'ADN mitochondrial, c'est le contraire, on n'a pas assez de différence. On est coincé des deux côtés, au bord du gouffre. Alors on peut faire les calculs aussi, la même chose sur le chromosome Y, et ça, Rob Carter l'a fait, et vous retombez aussi sur un petit peu la même chose, un ancêtre commun. Alors pour les évolutionnistes, oui, il doit y avoir un Adam du chromosome Y et une Ève du chromosome mitochondrial, mais surtout, ils ont au moins 100, 150, 200 000 ans, et puis ils n'ont pas vécu en même temps. Attendons quelques années, vous allez voir. Ne soyons pas trop pressés. À certains, il faut du temps pour comprendre les choses. Il faut conclure. Donc, on a vu ensemble, on a considéré l'être humain, ses origines, l'encyclopédie du vivant. On a vu que la paléontologie, il n'y a pas d'évidence claire quant à nos origines. C'est quand même très vague. Néandertal, génétiquement un humain moderne, comme nous, et tout le monde se l'accorde. L'enseignement de l'observation des mutations, la différence génétique entre l'homme et le chimpanzé, elle est 15 fois plus grande que prévu. Problème, 15 fois plus grande que prévu. Et puis au niveau de l'ADN mitochondrial, on a trop peu de mutations. Donc ce qu'on peut dire, c'est clairement l'homme et le singe, pas d'ancêtre commun, pas possible. Ça, c'est quand même un scoop. Une origine humaine à partir d'un seul couple est possible. Il y a d'ailleurs des publications qui sont faites sur ce sujet. Alors on nous dit, ah oui, mais il y avait un couple à l'origine, oui, mais ils faisaient partie d'une population et c'est eux qui ont été sous-sélectionnés ou sélectionnés, et c'est de eux que nous sommes maintenant les descendants. On peut émettre des modèles, oui, on peut émettre. Donc il y a des modèles qui existent, et en général, en génétique des populations, on s'accorde sur le fait qu'il y a eu à un moment donné une population très réduite, une sorte de bottleneck. Alors certains, comme nous, on va dire, mais c'était Adam et Ève, et pas d'autres humains à ce moment-là, ce sont les premiers humains. Et d'autres vont dire, non, il y en avait d'autres, mais c'est eux qui ont été sous-sélectionnés. Et la question est plus, quand, à quel moment de l'histoire on place ça, que est-ce que c'est possible? Et là, les questions du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial sont très claires. Ça permet de remonter dans le temps et de voir qu'il y a bien eu quelqu'un en commun. Alors quand on voit tout ça, j'aimerais citer Dominique Tasso dans son livre « L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi », qui nous dit « Mais est-il raisonnable d'accepter comme indiscutable une évolution toujours sans preuve sur la simple autorité de quelques hommes de science ?» Car il s'agit bien ici d'une question d'autorité, d'une confrontation entre deux témoignages. Autorité intellectuelle de la science contre autorité de la Bible. Témoignage de certains scientifiques contre le témoignage donné par le Créateur dans un texte révélé. Alors, enfin, de singe ou fils de Dieu? Quelles sont nos origines? D'où venons-nous? Dans le film Genesis, on nous disait « Mais un jour, mon corps abandonnera la lutte et restituera au monde cette matière qui m'a fait. » Qui a joué en moi au jeu de la vie, cette galaxie de milliards d'atomes qui fut moi, mourra comme meurent les étoiles, ensemençant l'espace de sa matière. Tous ces atomes qui sont venus danser en moi s'en iront danser ailleurs, 3 petits tours et puis s'en vont. Ils migreront dans l'aile d'un papillon, l'écorce d'un arbre, le panachage d'un nuage ou le poil d'une puce. Alors l'homme, sommes-nous poussière d'étoiles? Nous sommes un amalgame d'éléments moyens, légers, lourds. Et j'ai envie de dire, mais c'est ton choix. Dans Le Point, en février 1999, la science fait de nous, par le biais de l'évolution chimique, des enfants de la matière. Si je regarde ce qui est dit dans la Bible, Jean 1,12, à ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? De la poussière d'étoiles qui s'est judicieusement regroupée par hasard, en dépit des lois fondamentales de la thermodynamique et en faisant exploser les calculs de probabilité,
Êtes-vous un lointain descendant de protozoaires, un cousin éloigné des grands singes? Ou alors une créature de Dieu conçue d'une étrange et merveilleuse manière, faisant partie d'un plan précis, ayant devant elle un choix capital, pouvant déboucher sur une relation avec son Créateur, sur la découverte de la joie, de la paix et du bonheur. Merci de votre attention.